Imaginez la mariée qui s'éloigne sous les applaudissements, la voiture ornée de rubans blancs et d'un panneau Just Married qui oscille au vent. Les gens lèvent les verres et lancent des confettis, des sourires prennent des photos. Et derrière, à quelques mètres seulement, une femme est attachée à un poteau, ses mains liées sommairement, sa robe rabougrie battant le vent. Elle crie, appelle, essaie de courir, mais on voit la corde serrée, on entend sa voix se briser. « Ma fille, reviens !» Les mots se perdent entre le moteur qui démarre et le froissement des rubans. Vous voyez la scène? Prenez un instant. La poussière qui se lève sous les roues, un petit pot de fleurs renversé, les lacets défaits d'un invité qui a couru trop vite. La mariée dans la voiture, c'est Lara. Regarde droit devant, le dos raide, le sourire collé sur un visage qui, derrière, se noie en regret. Et cette femme attachée au bord de la route, c'est Donna Elvira. Elle a tout donné pour cette fille. Elle a cousu des robes, préparé des gâteaux pour les kermesses de l'école, raccommodé des chemises à la main sous la lampe. Aujourd'hui, elle est là, sous le soleil, et personne ne revient. Si cette histoire vous touche, restez jusqu'à la fin. Il y a quelque chose dans le passé qui explique ce geste terrible, quelque chose qui remonte à de petites humiliations, à des choix faits par peur plutôt que par cruauté. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Reculons le temps. Revenons à la maison où tout a commencé. La maison d'Elvira n'était pas faite pour les selfies. C'était une petite construction sur une rue de terre, avec des bardeaux qui cliquetaient quand il faisait vent. Une fenêtre sans volet donnait sur un jardin minuscule, où l'on plantait des herbes et quelques tomates rikiki. À l'intérieur, une vieille machine à coudre trônait comme un meuble sacré, ses engrenages noirs luisants d'huile, la pédale usée par des heures de travail. Sur la table, une boîte de latignas, petite conserve, servait d'urne pour les pièces, pour les fils de fer, pour les recettes de gâteaux qu'Elvira avait apprises de voisine. Lara a grandi là. Petite, elle courait les pieds nus sur la terre battue, la peau pleine de taches de confiture, les cheveux toujours un peu emmêlés. Sa mère l'adorait avec une constance presque physique, lui préparait une soupe chaude, raccommodait ses robes, comptait les centimes pour acheter un morceau de tissu. Elvira n'avait pas d'études, pas d'emploi prestigieux, mais elle avait des mains habiles et un courage tranquille. Elle prenait les commandes de couture du quartier et tirait les maigres revenus pour que Lara puisse aller à l'école avec un uniforme propre. Et pourtant, même dans cet amour, il y avait des ombres qui grandissaient. À l'école, les enfants ne sont pas tendres. Une année, pour la fête de fin d'année, Lara est arrivée avec un gâteau fait dans une boîte en métal, sans boîte cadeau, sans glaçage sophistiqué. D'autres filles exhibaient boîtes chics, friandises achetées dans des boutiques. Une camarade a ri à voix haute. « Regardez, elle a amené un vieux tupperware !» Les rires ont roulé comme une avalanche. Lara, qui avait 9 ans, a senti la honte comme une brûlure dans la poitrine. Ce sentiment l'a suivi comme une ombre. Plus tard, un invité à une fête lui a demandé d'où venait sa robe. Quand elle a dit « Ma mère l'a cousue », il a haussé les épaules. Ces petites humiliations s'accumulent, invisibles, mais elles façonnent des vies. Dans le voisinage, Donacida, toujours bien renseignée, commentait sans malveillance peut-être, mais avec un angle qui pèse. « Si seulement ta fille pouvait se débarrasser de ses habitudes, disait-elle parfois, en pensant bien faire, en croyant encourager. » Ces remarques, répétées, tissent un récit. La simplicité d'Elvira devient une tâche, la pauvreté devient un handicap public. Lara, qui voulait tant être aimée et respectée, a commencé à associer son avenir à la distance. Si elle voulait s'élever, il faudrait s'éloigner de ses racines. C'était ce qu'on lui soufflait, en mots ou en silence. Joao, le père, était une présence douce et discrète. Il travaillait à la petite épicerie du coin, un homme de gestes simples, jamais de grandes paroles. Il aimait sa femme et sa fille dans un silence doux, œuvrant pour payer une école, pour acheter un tissu de meilleure qualité. Il avait l'habitude d'écrire de petites notes, de prendre la main de sa femme quand elle était fatiguée. Sa mort, quand elle survint, fut un trou que personne n'a su combler. Les factures se sont accumulées. La voix du foyer s'est faite plus faible. Joao avait l'habitude de promettre des lendemains, des petits coups de chance. Il ne vit pas la fin de l'histoire. Les années passent, Lara grandit et avec elle le désir de quelque chose de mieux. Elle travaille au marché, vend des parts de bolo qu'Elvira avait cousues la nuit précédente, apprend à sourire aux clients, rêve d'un autre quartier. C'est là qu'elle rencontre Renato. Il arrive comme un vent chaud, élégant, sûr de lui, avec une voiture qui brillait même quand la pluie venait. Il sait comment dire les mots que Lara voulait entendre. Il la complimente sur son intelligence, la valorise devant les autres, lui promet une vie où on ne parlera plus des boîtes de conserve, où personne ne rira plus de ses robes. Renato n'est pas un monstre qui crie. La manipulation qu'il pratique est subtile, douce comme un miel qui endort. Quand il veut quelque chose, il le présente comme une vérité évidente. « Imagine, dit-il, une photo de nous, parfaite, pas de bagages du passé sur le dos. Ta mère t'aime, bien sûr, mais elle est un poids, pas une faiblesse. » Il glisse des phrases qui deviennent des pierres dans la tête de Lara. « Tu mérites mieux. Tu dois penser à nous. Nous devons être forts, indépendants. » Il incarnait la promesse d'une nouvelle vie, et Lara, comme beaucoup, garde en mémoire cette promesse plus que les détails. Le mécanisme fonctionne par contraste. Renato soigne l'image publique de Lara,
l'insère dans des cercles où l'origine modeste devient une gêne. Il commence à se plaindre discrètement des visites à la maison, des robes remises, de la façon dont les voisins posent des questions. « Ce n'est pas mal d'aimer sa mère, dit-il parfois, d'un ton feutré, mais les gens jugent. Pour nous, pour notre avenir, il faut une image. » Il ne dit pas « abandonne-la », il susurre « protège-nous ». Et Lara, fragile de honte, se sent soudain responsable d'un avenir qu'elle n'ose imaginer autrement que sans sa mère à ses côtés. Les gestes s'alignent. Renato réserve un restaurant pour deux, choisit des magasins où on vend des vêtements élégants, propose de prendre en charge certains frais. Il commence à isoler, des appels de la maison qu'on laisse sonner, des excuses quand la mère téléphone. Les messages se font rares. Quand Elvira envoie des gâteaux pour un dîner, Renato hausse à peine un sourcil. Mais la présence du gâteau devient l'occasion d'une remarque publique. C'est gentil, mais nous aimerions une célébrité différente, quelque chose de plus adapté. Rien d'oratoire, rien de violent, juste l'art d'exclure, l'art de faire disparaître une personne du décor comme si elle n'était qu'un accessoire dépassé. Il y a une scène qui marque Lara plus que d'autres, la répétition, avant le mariage, où l'on veut tout orchestrer comme dans un magazine. On colle des photos, on choisit un code couleur, on parle d'un thème, de musique. Dans un de ces moments, Renato propose une idée qui semble, sur le moment, presque poétique, une photo symbolique. « Nous prendrons une image forte, dit-il, où tu apparaîtras libre, délivré des liens du passé. Ta mère acceptera de jouer le rôle, ce sera symbolique. Les gens comprendront. » À Lara, la suggestion paraît d'abord étrange, puis séduisante. Une image qui ferait disparaître la honte, une image qui dirait à tous qu'elle avait enfin réussi. Qui, parmi sa famille, n'a pas fait des gestes pour être heureuse? Elvira accepte, parce qu'elle aime sa fille et qu'elle croit encore à l'idée d'un rite. Elle pense à une scène presque théâtrale, une corde pour tenir une vieille porte, une pause dramatique, puis un sourire. Elle pose des questions simples. On me racontera après, on me prendra en photo. On lui promet des explications, des larmes de joie, une ovation. On lui dit qu'elle participera, que ce sera pour la mémoire de la famille. Elle prépare une robe propre, recoue un pan, se maquille d'une main tremblante, met son châle le plus neuf. Entre-temps, dans l'ombre, les discussions changent de ton. Renato dessine le plan en privé, comme on dessine une opération. Il parle de timing, d'endroits isolés, d'une route qui n'a pas beaucoup de passages. Il parle aussi de rapidité, de convaincre, de la nécessité de ne pas compromettre l'image. Il parle de couper le nœud, comme si leur vie était des ficelles. Lara entend ces mots, puis les regrette, puis accepte. À force de répétitions et de compliments, sa résistance s'amenuise. Elle se dit que se sacrifier sera symbolique, que cela réduira la honte et qu'après, tout sera plus facile. Les mots de Donacida et des autres voisins, ceux qui avaient dit « si seulement elle pouvait », résonnent comme des ordres anciens. Les préparatifs se déroulent comme un cauchemar doux. On réduit le nombre d'invités, on choisit des tenues qui ressemblent à une personne nouvellement née, on commande un petit gâteau précieux. Les convives parlent de la luminosité, des photos. Tout a l'air de se construire vers un instant parfait. Personne ne songe vraiment au sens des gestes qu'on demande. Les symboles prennent le pas sur les conséquences. La veille du mariage, Elvira s'assoit sur la marche de la cuisine, la lumière basse, et répète pour elle-même les mêmes gestes. Elle pense aux petites choses qu'elle a faites pour la fille, les nuits passées à repriser, les matinées à courir au marché pour vendre les parts de gâteau. Elle ne comprend pas bien pourquoi on veut qu'elle soit l'ombre dans une photo. Elle croit naïvement que c'est pour lui donner un rôle, une importance différente. João, quand il vivait, lui aurait dit « Sois forte, serre la fille contre toi ». Mais João n'est plus là pour poser la main sur l'épaule et dire « Regarde, l'amour ne fait pas de photos humiliantes ». Il n'est plus là pour rappeler que la dignité ne se marche pas. Le jour venu, l'air est chaud. Les invités rient, organisent des retouches de coiffure, s'assurent que le voile tombe au bon moment. On marque des places, on fait des faux plans pour que personne ne voie ce qui se prépare. Renato a insisté pour que certaines personnes restent dans la voiture et d'autres près du bouquet. Il a tout planifié de façon à ce que la scène se déroule rapidement, sans question. Il y a une tension sourde dans le regard de Lara, un mélange de fierté et de peur. Elle se dit « Bientôt, personne ne se moquera. Bientôt, on aura notre avenir. » Sa main tremble quand elle prend la main d'Elvira dans une dernière étreinte avant la cérémonie. La mère, qui n'a rien su des coulisses, pense que sa place est de sourire, de bénir, de laisser sa fille entrer dans la nouvelle vie. Dans son cœur, il y a toujours cet espoir que le lien encore présent se transforme, non qu'il disparaisse. La cérémonie est brève. Les mots sont dits, les alliances glissent. La photo ritualisée est annoncée comme un geste symbolique, un clin d'œil selon le photographe.
On pousse Elvira vers le poteau, on lui noue une corde autour des poignets comme pour la mise en scène. On lui dit « Nous allons faire comme si tu restais attaché pour la photo ». Les rubans se nouent, la lumière tape. Quelqu'un murmure un encouragement qui sonne faux. La mariée pose, radieuse. Les flashs crépitent. Le plan est réalisé en 2 temps. On prend la photo, on détache, on rit, on boit du champagne. C'est du moins ce que tout le monde croit. Ce qui se passe ensuite est une suite de décisions minuscules et cumulatives. Renato, dans son calme, sourit, attrape la clé de la voiture, pendant que l'attention se concentre sur la consigne du photographe. On entend au loin un moteur qui remplace le battement de cœur d'Elvira. Les poignets se serrent, le monde est déjà en mouvement. Le photographe range son appareil, satisfait, pensant la pose réussie, et personne ne remarque que la corde reste coincée, que les nœuds ont été serrés plus fort qu'il n'aurait fallu, ou que la libération prévue est repoussée comme on remet à plus tard l'irréparable. Lara, à la fenêtre de la voiture, ressent un vertige. Son estomac se noue. Elle entend encore la voix douce de sa mère et, dans la confusion, la nôtre aussi. « Reste, ma fille ». Le moteur démarre, les rubans claquent. La voiture avance doucement, puis plus vite. Les invités applaudissent. La mariée fait semblant de sourire. Personne n'ose hurler, car les habitudes sociales ensevelissent parfois l'urgence. Les regards se détournent, comme si la honte n'était qu'un accessoire inoffensif. Au bord de la route, le poteau se détache peu à peu du paysage familier. Elvira crie, appelle au secours, estomaquée par l'incompréhension. Le vent emporte ses mots. Les enfants qui jouent à l'entrée du village regardent, perplexes. Un homme plus âgé passe, s'arrête, regarde une seconde, puis secoue la tête et continue. Un camion passe, ralentit, un homme à la barbe grise jette un coup d'œil. Mais la scène est déjà devenue un écho lointain quand la voiture disparaît derrière un virage. La violence de l'abandon n'est pas toujours dans un geste explosif. Parfois elle est lente, habillée en dignité et recouverte de rubans blancs. Parfois elle est réalisée sous les yeux de témoins qui préfèrent croire à une mise en scène, à un malentendu trop pressé pour être dérangé. Elvira, attachée, reste seule avec la poussière, avec le bruit des rubans et la douleur d'un cœur qui se fend lentement. Elle regarde les rubans qui s'envolent, la voiture qui fuit sa vie, car pour elle partir signifie être effacée d'un avenir. Elle serre les dents, retient des larmes que la fierté ne laisse pas couler avec facilité. À l'instant où elle réalise qu'on l'a réellement laissée, quelque chose se brise en elle. Ce n'est pas seulement la douleur d'un abandon, c'est l'ébranlement de la logique du monde, l'idée que l'amour protège et qu'il est un refuge. Elle se sent trahie par la même personne qu'elle a portée, nourrie et consignée dans ses gestes. Les voisins commencent à s'agiter, certains prennent leur téléphone, d'autres prient, d'autres encore ne comprennent pas, et parlent entre deux commérages que la ville adorera demain. La route redevient silencieuse quand la voiture disparaît. Le photographe, réalisant qu'il ne reste plus qu'une femme attachée au poteau, hésite, puis court, souffle des excuses, essaie d'apaiser, propose de l'emmener à l'hôpital pour des contusions imaginaires. Mais ce que veut la femme n'est pas un pansement. Elle veut une fille qui revient. Elle veut savoir pourquoi on a choisi l'image plutôt que la personne. Elle veut des réponses qui ne viennent pas. À l'intérieur de la voiture, Lara écoute son propre cœur qui tambourine contre le silence. Elle voit la route défiler, tente de fixer les rétroviseurs pour éviter d'affronter le visage d'Elvira une dernière fois. Entre les mains de Renato, elle sent le poids d'une décision qui n'était pas la sienne à l'origine et qui peu à peu est devenue son choix. Les larmes montent, mais elles sont retenues, coincées par un mur de fierté mal compris. Elle se dit des choses. C'était pour notre avenir. Elle comprendra un jour. J'ai fait ce qu'il fallait. Ces phrases résonnent comme des pansements sur une plaie vive. La voiture s'éloigne, mais la route garde l'empreinte de l'abandon. Les voisins reviennent doucement à leurs occupations. Certains murmurent leur désapprobation. D'autres essaient d'organiser un secours improvisé. Un camionneur qui passait par là s'arrête finalement, intrigué, appelle quelqu'un pour l'aider. Le souffle du vent porte encore l'écho des mots d'Elvira. « Ma fille ». On entend ses pas rapides sur le gravier, ses sanglots qui cherchent une échelle pour monter sur la fête qu'est la vie des autres. La scène est là, figée. Une femme seule au bord de la route, des taches de poussière sur sa robe propre, des mains liées par une corde qui n'a pas d'autre sens que celui qu'on lui a donné. La mariée est partie. Le monde, pour un instant, a choisi l'image plutôt que l'humain. Et maintenant, quelque chose doit se défaire, quelque chose doit se réparer. Mais la réparation demande du temps, de la volonté, et une vérité que personne n'a encore racontée. Pourquoi Lara a-t-elle accepté? Pourquoi Renato a-t-il pensé que cela était acceptable? Et surtout, qu'est-ce que cela fera à la femme qui reste? Ce sont des questions lourdes, des questions que beaucoup repoussent parce qu'elles demandent de regarder au fond des peurs et des désirs, la honte de la pauvreté, l'envie d'un avenir lisse, le besoin d'être accepté.
tout cela peut pousser une personne à choisir la fuite au lieu de l'affrontement. Dans la poussière, Elvira se relève, prend appui sur le poteau. Sa respiration est lente, comme si elle se donnait le temps de recomposer son cœur. Les mains tremblantes, elle essaie de défaire la corde, invente des gestes pour se libérer. À côté d'elle, une petite sacoche contenant des aiguilles à coudre et quelques pièces est tombée en roulant. Elle ramasse les aiguilles, comme si après ce qu'il vient de se passer, la couture restait le seul métier qui lui permette de recoudre quelque chose dans ce monde. Et c'est ici que nous faisons une pause, au moment où la vie d'Elvira bascule, mais où une autre histoire commence, celle de ce que feront les gens autour d'elle, de ceux qui verront la vérité et décideront d'agir, ou de se détourner. C'est le moment où Lara, dans la voiture, doit décider si elle continue à ignorer le vacillement ou si elle affronte enfin la vérité de l'acte commis. C'est aussi l'instant où les conséquences du choix se mettent déjà en marche, comme une roue qu'on a poussée et qui ne s'arrêtera pas d'un coup. Respirez un instant. Imaginez la poussière qui retombe, la corde qui grince, le silence qui suit un cri. Plus loin, des vies se préparent à changer. Le camion qui s'était arrêté au bord de la route appartenait à un homme au visage buriné, la barbe coupée court, les mains noircies par le travail. Il s'appelait Tarcisio. Son assistant, Juninho, était un garçon discret, toujours prêt à courir pour un outil ou une bouteille d'eau. Ils avaient vu la foule et la voiture qui filaient, et quelque chose chez eux s'était mis en désaccord avec la facilité du monde. Tarcisio planta son camion sur le bas-côté, descendit en grimpant comme on descend d'un monde de route, et courut vers le poteau. Il trouva une femme les yeux en feu et la bouche sèche. Les cordes avaient frotté la peau de ses poignets, et la poussière collait aux larmes. Il n'y eut pas de grands gestes théâtraux. Juninho défit un nœud, l'un prit le châle, l'autre entoura les épaules d'Elvira pour la réchauffer. La manière dont ils agissaient tenait moins de l'héroïsme qu'une évidence. On aide quand on voit l'autre brisé. « Madame, vous allez m'accompagner au camion. On va vous donner de l'eau, » dit Juninho d'une voix douce. Elvira hocha la tête, comme si ses muscles avaient décidé de collaborer avec une décision plus grande qu'elle. Les deux hommes la conduisirent à l'ombre du capot. Tarcisio alluma le chauffage du camion pour que l'air soit plus chaud, comme on enveloppe un enfant. Il garda le regard droit, sans trop de questions, parce que parfois la première aide consiste à ne pas interroger la blessure qui vient d'apparaître. Autour, la rumeur monta. Des voisins revenirent, certains embarrassés, d'autres furieux. Donacida pleura un peu, mais sans sévérité. La commérage avait toujours eu un visage tendre. Il eut des appels. Quelqu'un proposait d'emmener Elvira à la clinique du bourg. D'autres calculèrent comment avertir la police. Mais Elvira refusa les sirènes administratives. Ce qu'elle voulait, c'était une fille qui revienne. Personne ne pouvait rendre cela en rendez-vous médical. Tarcisio sut lire l'urgence pratique. « Elle peut rester avec nous pour l'instant. Ma femme chez moi, elle sait faire des tisanes. Et puis on parle avec les gens du coin. » Ils ne parlaient pas beaucoup du jour du mariage. Certains évitaient le sujet, d'autres le mentionnaient comme une blessure en passant. Nossa offrit à Elvira une petite table devant la pension pour vendre des biscuits et des petits gâteaux. Les mains qui jadis avaient préparé des douceurs pour la fille se mirent à nourrir le village entier. Idem pour la machine à coudre, qui réparait des pantalons et gainait les manteaux. Lentement, une dignité nouvelle prit racine. Ce n'était plus la femme effacée, mais la femme utile, reconnue pour ce qu'elle savait faire. Pendant ce temps, la vie de Lara devant les autres glissait sur une surface brillante, mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Renato réussit là où il avait promis, l'image, la fête, les voisins admiratifs. Ils eurent leur appartement plus moderne, des amis convenables, des repas dans des restaurants où la conversation mesurait la classe. Pourtant, les problèmes dont il fallait parler restaient cachés comme des fissures derrière un plâtre parfaitement lisse. Renato avait un goût pour l'argent facile et les dépenses sans retour. Il investit dans des promesses qui n'aboutissaient pas. Les comptes commençaient à claquer. Les disputes, d'abord subtiles, devinrent plus fréquentes. Renato accusa Lara de ne pas assez contrôler les dépenses. Lara, qui avait appris à faire taire sa propre voix, se mit à minimiser. La culpabilité rongeait Lara. Elle sut, par petites graines, que l'acte qu'elle avait accepté n'avait pas seulement appauvri une maison, il avait sapé un lien. Dans les soirées où l'alcool donnait un courage amoral, Renato rappelait avec amertume l'importance de laisser le passé derrière. Lara, elle, rêvait la nuit d'une machine à coudre, d'une femme aux mains pleines de fils. Les images de son enfance lui revenaient, non comme un charme, mais comme une accusation. Elle continuait à dire « Un jour je réglerai ça », mais les mots se heurtaient à la vitesse de la vie. Les années passèrent. La place du marché changeait, de jeunes vendaises remplaçaient d'autres, et les voisins eurent d'autres nouvelles. Un matin d'automne, Lara, feuilletant un carton rangé sous le lit, trouva une enveloppe jaunie, scellée, écrite de la main connue mais tremblée, celle de son père, João. Elle n'avait jamais ouvert certaines lettres,
peut-être par peur, peut-être par superstition. La connaître enfin fut comme tirer sur un pan de rideau. La lumière révéla ce qui gisait dessous. La lettre de Joao n'était pas longue. Elle était simple, écrite en lettres laborieuses, et sentait encore la noix de cire que Joao aimait, le même parfum que la corbeille aux outils. Elle commençait par des mots qui ne cachaient rien de la modestie de l'homme. Il n'avait pas d'or, il n'avait pas de grandes promesses, mais il avait une conviction. « Ma fille, avait-il écrit, je n'ai pas beaucoup à te donner. Je n'ai pas de terre ni de titre, mais j'ai des mains et un cœur qui t'a porté. Je veux que tu saches que t'aimer n'a jamais été une faute. » Voilà le premier extrait que Lara lut à travers ses larmes. L'idée d'un amour qui n'exige pas un retour, d'un don sans condition. Plus loin, la lettre prenait un ton presque prophétique, mais sans fioriture. Joao avait compris la peur qui s'installe quand on croit que la pauvreté est une honte. Il avait vu comment les autres, par petites remarques, avaient planté la graine de la distance. « Si un jour tu penses que partir est la solution, » écrivait-il dans une phrase qui frappa Lara comme une lame chaude, « souviens-toi que chaque vie est précieuse. Ne réduis pas la vie d'une autre personne parce que tu veux effacer la tienne. Si tu dois faire un choix, que ce soit pour construire, pas pour détruire. » C'était là le second extrait qu'il fallait entendre, un appel au soi, une demande explicite de ne pas transformer la vie d'une mère en quelque chose d'inutile. La lecture de ces lignes fut un tremblement qui traversa Lara. Les mots de Joao n'accusaient pas, ils ramenaient vers une responsabilité tendre. Ils ne condamnaient pas, mais pointèrent vers une vérité. L'âme est une prison silencieuse qui pousse à des actes définitifs. Lara sentit pour la première fois la mensonge qu'elle s'était racontée, qu'en effaçant Elvira, elle effacerait sa propre honte. Au lieu de cela, elle avait laissé derrière elle une blessure qui ne se refermait pas. Les jours suivants furent un dépôt d'angoisse. Lara commença à observer sa maison comme si c'était un terrain étranger. Les photos du mariage trônaient dans un cadre discret, l'image d'elle, jeune et heureuse, lui rappelant le prix qu'elle avait payé. Sa conscience ne lui laissait aucune paix. Le mariage, autrefois un badge, devint un poids. Elle tenta de parler à Renato. Il répondit par une colère froide, une violence verbale qui ne laissait guère d'espace pour la réparation. « Ce qui est fait, disait-il, comme si les mots pouvaient fermer des portes ouvertes. Quelque chose cependant avait changé en elle. La lettre de Joao avait réveillé une force qui ne cherchait pas la réparation par des mots, mais par des actes. Lara comprit qu'elle devait retrouver sa mère. Il ne s'agissait pas d'une scène grandiose, d'un geste qui effacerait des années, mais d'une démarche humble, où elle devait montrer non pas une explication, mais un travail de reconstruction à accomplir. Elle prit en congé, prétexta une visite à sa famille, un mensonge nécessaire peut-être, pour se donner du temps, et commença à enquêter. Noza fut la première à la reconnaître quand elle frappa à la porte de la pension. La surprise d'Elvira fut profonde. Ces années d'absence avaient creusé un espace qui se mesurait en mèches de cheveux blancs, en mains plus ridées, en regard qui cherchait une chose, la reconnaissance. Lara se tenait là, chancelante, avec des mots qui semblaient trop petits pour tout le poids qu'il portait. Elle glissait des excuses maladroites, des explications, des phrases qui se heurtaient au mur de la réalité. « Maman, je suis venue », dit-elle, presque sans voix. La phrase était simple. Elvira la regarda. Ses yeux parcoururent le corps de la fille, scrutèrent le visage, cherchèrent l'enfant qu'elle avait porté. Le silence qui suivit ne fut pas un refus, il fut plutôt une attente, comme si la mère voulait que sa fille prenne sa place dans le temps présent, qu'elle décèle la clé de la parole. La confession de Lara fut longue, non parce qu'elle avait beaucoup à dire, mais parce que chaque mot était un geste. Elle parla de la honte, des rires, des suggestions, de ce que Renato avait soufflé à son oreille. Elle parla des nuits où elle se réveillait en criant, elle parla de la lettre qu'elle avait trouvée, et comment elle comprenait enfin. Aucun mot ne rebattit d'un coup ce qui avait été rompu, mais chaque mot sentit préciser une route possible. Elvira écouta, elle n'éleva pas la voix, car elle avait appris que les cris n'ouvrent pas toujours les portes. Elle fit des pauses, comme si elle pesait chaque syllabe. Puis, dans une voix ferme mais douce, elle dit « Je n'ai pas attendu que tu reviennes pour vivre. J'ai repris mes mains et mes bras et j'ai cousu. Mais j'ai prié pour ce moment. Il y a eu une petite colère, non déplacée. Je ne veux pas revivre l'humiliation en spectacle. Je veux des actes. » Lara accepta. La première condition d'Elvira fut simple. Il ne suffisait pas de demander pardon, il fallait des preuves d'une vie transformée. Lara commença à travailler avec la mère. Les premiers jours furent bégayés, chacun tremblant sur les gestes qui avaient jadis été naturels. Elles recousaient côte à côte, et parfois leurs mains se frôlaient, faisaient des points hésitants. Les clients venaient, et peu à peu la relation se fit pratique. Elles partageaient des tâches, des repas, des silences. Lara remit la main à la pâte, littéralement, en préparant des gâteaux pour la pension, en aidant à vendre les tissus. Ce fut un apprentissage de l'humilité. Réparer le quotidien vaut parfois mieux que prononcer de grandes promesses. La réconciliation ne fut pas un éclair. Ce fut un long hiver où les deux apprirent à respirer ensemble. Il y a eu des rechutes.
Lara, quelques mois plus tard, revint vers Renato pour régler des affaires juridiques, et il tenta de la manipuler pour qu'elle abandonne. Elle sut résister parce qu'elle avait enfin un point d'appui. Elle alla parfois à l'église avec sa mère, et Martha les félicitait timidement, sans exagération. Le pardon vint en gestes concrets. Lara vint chaque matin aider au marché. Elle donna une part de son salaire à la pension. Elle remplaça le cadre du mariage par une photo d'elles deux, prise ensemble, simple et fatiguée, mais en route. La lettre de Joao fut gardée entre elles comme une bouée. Elle la lisait parfois, à voix basse, les extraits qui avaient été comme des éclats de vérité. Les voisins, qui avaient d'abord parlé, finirent par reconnaître la transformation. Neuza comptait les recettes et disait à qui voulait l'entendre « Elles ont repris la couture et elles travaillent mieux que jamais ». C'était un genre de succès discret, sans interview, sans trophée, mais avec la certitude qu'une vie avait retrouvé sa dignité. Il est bon de souligner que la route de Lara vers la réparation n'a pas été un long fleuve tranquille. Renato, humilié par la perte de contrôle, multipliait des absences, des colères, des tentatives de récupérer l'ancienne image de couple. Mais Lara, désormais ancrée, savait poser des limites. Elle apprit à dire non de façon ferme, sans violence. Elle engageait aussi une distance nécessaire. La protection de sa mère devint plus importante que la peur d'être seule. La honte qu'elle avait subie, elle la transformait en parole, en présence, en acte quotidien. L'histoire d'Elvira et Lara s'est donc recomposée, non pas comme un conte miraculeux, mais comme une suite d'efforts silencieux. Leur relation devint un exemple discret du pouvoir de la communauté et de la force du choix. Elles ont pris le risque de la vulnérabilité en public, et cette exposition les a rendues plus humaines, non moins. Il faut revenir un instant sur Tarcisio et Juninho, parce qu'ils incarnent quelque chose d'important dans cette histoire, la solidarité imprévue. Tarcisio ne chercha pas à recevoir des médailles, il racontait simplement qu'il avait vu une femme et qu'on n'abandonne pas une femme. Un jour, il vint à la pension avec une caisse d'outils et dit « Si jamais vous avez besoin, je peux aider à remettre la cheminée ». Ce furent des gestes modestes, une réparation, une main pour porter un sac de farine, mais ils multipliaient la possibilité de vivre. La présence de ces inconnus rappelle que la société n'est pas une abstraction, elle est faite d'hommes et de femmes qui choisissent d'être attentifs. Le temps passa encore. Lara, qui avait repris goût à la vie, décida de s'engager dans un projet communautaire, un petit atelier où d'autres femmes pouvaient apprendre la couture et mettre en vente leurs créations. Elles se rassemblèrent une fois par semaine. Martha apportait le café, Neuza offrait une salle, Juninho aida à monter des étagères. Certains jeunes du village vinrent aussi à apprendre à raccommoder leurs vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux. Le projet fut modeste mais solide et il permit à d'autres de trouver une place. À aucun moment nous ne dirons que tout est devenu parfait. Les blessures laissent des cicatrices. Elvira gardera toujours un souvenir vivace du jour où la voiture est partie sans elle. Lara gardera la mémoire de ses faiblesses et de la facilité avec laquelle on peut être persuadé par des promesses séduisantes. C'est dans cette honnêteté que se trouve la force de la rédemption. Elle n'efface pas le passé, elle le nomme et le transforme. Quelques années plus tard, une fête locale réunit le village. On organisa une petite exposition des travaux de l'atelier. Les robes réparées, les coussins, les petits sacs faits main étaient alignés sur la table. Quelqu'un prit une photo d'Elvira et Lara côte à côte, souriantes, mais sans excès, avec la vérité des visages qui ont vécu. Cette image, contrairement à celle du mariage, ne cherchait pas à effacer une histoire, elle l'embrassait. Les voisins applaudirent, non pour la performance, mais pour la persévérance. Et qu'en est-il de la question qui nous tenait au début? Pourquoi une fille ferait-elle cela? Nous l'avons suivi dans les méandres de la honte, de la pression sociale, de la manipulation douce. Nous avons vu que la pauvreté n'est jamais une gêne en soi, mais devient une tâche quand d'autres en font un point d'attaque. Nous avons vu que l'amour peut être instrumentalisé quand on le transforme en preuve publique, plutôt qu'en soin quotidien. Mais nous avons aussi vu une autre chose, que les choix peuvent être corrigés, non pas comme s'ils n'avaient jamais existé, mais en construisant autour d'eux une nouvelle manière de vivre. Avant de conclure, revenons un instant à la lettre de Joao, parce qu'elle a exercé un rôle pivot. Les passages que Lara observe et relit souvent, « Je n'ai pas d'or mais j'ai des mains » et « Si un jour tu penses que partir est la solution, ne réduis pas la vie d'une autre personne parce que tu veux effacer la tienne » sont comme deux phares. L'un rappelle la valeur du don humble, l'autre, l'obligation morale de ne pas détruire. Ces phrases ne punissent pas, elles invitent à construire autrement. Quelque chose d'important apparaît à la fin de cette histoire. La réparation n'est pas un produit qu'on achète, ni une formule magique qu'on récite. C'est une suite de choix quotidiens qui tiennent à la vérité, à la responsabilité et à la compassion. Lara a dû apprendre à traduire sa honte en sensibilité et sa peur en courage. Elvira a dû accepter de ne pas rester la victime passive d'une image brisée, mais de reprendre sa place active dans le monde. Le village tout entier a participé à cette reconstruction, parfois sans le savoir. Vous qui regardez, imaginez-vous à la place de Lara.
Que feriez-vous si vous trouviez une lettre comme celle de Joao? Si vous étiez témoin d'un geste social qui réduit quelqu'un à une image? La réponse n'est pas évidente, mais peut-être commence-t-elle par ces choses simples. Écouter sans juger, offrir une main sans condition, accepter de revenir et de réparer. L'histoire d'Elvira et de Lara nous laisse avec une leçon qui n'est pas que morale, elle est pratique. La honte ne doit jamais devenir l'outil pour détruire une vie. La réhabilitation commence par le geste humble, prendre la main, offrir un abri, travailler côte à côte. Et si vous avez été blessé, sachez que la route du retour existe, lente, mais possible. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en parler autour d'un café, ou laissez un commentaire. Dites-nous, à votre place, que feriez-vous ?